Lorsqu'un Français se rendait à Bruxelles, à Liège ou à Namur, dans les années 80 et 90 du XXe siècle, il était frappé par la place que prenait dans la discussion publique la question belge. Il se sentait libre, quant à lui, de ce genre de soucis. À l'époque, en effet, il n'y avait pas de question française. La France était une donnée, non un problème. Les problèmes existentiels, philosophiques, politiques, économiques avaient nom démocratie, totalitarisme, république, sortie de la religion, sortie des Trente Glorieuses, crise de l'État-providence. Mais depuis peu, l'identité nationale s'est invitée dans le débat. Les Français, dont Valéry disait avec humour qu'ils avaient pour spécialité le sens de l'universel, redécouvrent la particularité et la vulnérabilité de leur civilisation. De ce tournant et de ce tourment témoigne le livre d'Alain Minc, Un Français de tant de souches, et celui de Natacha Polony, Nous sommes la France. Je voudrais donc leur poser pour commencer la question suivante. Que s'est-il passé ? Comment expliquer que la France soit devenue pour vous et pour nous tous un sujet d'inquiétude et un thème de réflexion ? Natacha Polony. Je pense qu'il faut, pour répondre à votre question, d'abord essayer de comprendre comment cette question est devenue incontournable. Elle l'est devenue parce que des jeunes Français, élevés en France, nés en France, sur les bancs de l'école républicaine pendant 12 ou 13 ans, ces jeunes Français peuvent prendre une Kalachnikov et tirer sur des dessinateurs parce qu'ils ont dessiné Mahomet, sur des juifs parce qu'ils sont juifs, et sur des jeunes gens qui buvaient un verre en terrasse ou qui allaient à un concert. C'est ça qui nous oblige aujourd'hui à poser cette question que nous avons voulu fuir pendant des années en sentant pourtant qu'elle était absolument nécessaire. Certains essayaient de la poser, mais se faisaient immédiatement rembarrer et la question était interdite. Pour autant, on sentait bien qu'il allait falloir la poser. Pourquoi ? Pourquoi devenait-elle nécessaire ? Parce qu'en fait, la fragilisation de cette identité française dont vous disiez fort justement qu'elle était un donné jusqu'à présent, cette fragilisation est sans doute le résultat de plusieurs processus, de plus ou moins long terme. La remise en cause de cet universalisme qui fait partie, vous citiez Paul Valéry, qui fait partie de la façon dont les Français conçoivent leurs valeurs communes. Cet universalisme a été remis en cause dans la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment à travers le mouvement de décolonisation. Il a été remis en cause idéologiquement et de façon extrêmement profonde et parfois extrêmement violente dans sa façon d'exprimer cette idéologie depuis les années 70. On peut ajouter à cela l'émergence d'une société de consommation fondée sur un libéralisme non seulement économique et politique, mais sociétal, on va dire, qui voit dans la démocratie simplement l'extension des droits individuels et qui, par là même, remet en cause le pacte collectif qui permet à une communauté nationale d'exister. Je pense qu'on pourrait comme ça lister différentes raisons qui font qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question tout simplement de savoir ce que nous avons en commun. Alain Minc. Je crois que cette question, en effet, que nous ne serions pas posée il y a 15 ans, et sans doute n'aurions-nous pas écrit le genre de livre qu'on écrit aujourd'hui, aussi bien Natacha Polony que moi, et vous-même dans vos prises de position. Cette question me paraît liée à un phénomène qui va très au-delà de la France, auquel s'ajoutent des spécificités françaises. Le phénomène qui va très au-delà de la France, c'est qu'on voit très bien que partout, la vague, au moins en Europe, que la vague de mondialisation provoque en contrepartie une quête de racines, une quête identitaire. Quand on pense que l'Écosse peut prendre son indépendance ou que la Catalogne a la même aspiration, ce qui ne veut pas dire que l'une et l'autre le feront, mais la force du sentiment est bien l'expression d'une quête identitaire. Alors chez nous, évidemment, la machine à malaxer les régions fait que ça ne prend pas la forme d'une identité régionale. Je laisse à part le problème corse qui est très particulier. Alors, à ce contexte général se sont ajoutées des spécificités qui nous sont propres.
La première, c'est que, au fond, le modèle assez efficace et doux qui était la constitution d'une immense classe moyenne pendant les 30 Glorieuses, l'absence de chômage, un ascenseur social qui fonctionnait et un État-providence de grande qualité, c'est en particulier défait. Il s'est défait dans chacune de ses composantes. L'ascenseur social ne fonctionne plus, l'État-providence a des hoquets, le chômage est devenu un chômage de masse et on ne rêve plus des acquêts de la croissance pour huiler le système. Puis enfin s'ajoute un dernier élément qui est que, compte tenu de cette incapacité ou cette difficulté à intégrer, la société française se trouve vis-à-vis de sa communauté d'origine immigrée, essentiellement beurre et black, elle se trouve devant un problème dont elle n'est pas familière et qui a la taille à l'échelle de la France de ce qu'a été la question noire aux États-Unis. Et que pour le modèle français, qui est le refus par définition historiquement du communautarisme, c'est une interpellation très nouvelle et très déstabilisante. Vous voulez intervenir ? Oui, je voulais juste d'abord dire une chose. Nous n'aurions peut-être pas écrit ces livres il y a 15 ans, bien sûr. Mais il y a 15 ans, le problème se posait déjà de façon sous-jacente. Quand des professeurs écrivent le livre « Les territoires perdus de la République », ils alertent déjà sur quelque chose. C'était en 2002. C'était en 2002. Et ils alertent exactement sur les prémices de ce phénomène. Et que disait d'ailleurs Emmanuel Brenner, l'auteur principal des territoires perdus de la République, récemment dans une tribune dans le Figaro, il disait « Nous n'en sommes plus aux territoires perdus de la République, nous en sommes aux territoires perdus de la nation ». Le glissement, en effet, a eu lieu. Pourquoi ? Bien peut-être parce que justement, au moment où des gens ont voulu poser ce problème de la République et notamment de l'intégration républicaine, eh bien, ils se sont fait traiter de nationaux républicains. Et si, à cette époque, il y a 15 ans, on avait accepté de poser ces questions-là, peut-être n'en serions-nous pas là. Deuxième chose, quand vous dites des choses se sont défaites, vous dites l'ascenseur social, c'est défait. La forme grammaticale est tout de même un petit peu étonnante. Ça ne s'est pas défait tout seul. L'ascenseur social a été détruit par la destruction de l'école républicaine. Le chômage de masse peut s'expliquer par des choix économiques, notamment le choix d'une monnaie forte qui implique de faire de l'emploi l'ajustement et non pas l'inflation. Donc on a différentes sortes de points qui permettent de comprendre pourquoi, non, il n'y a pas de fatalité, il y a des choix qui ont été mauvais. Écoutez, Alain Marc. Je pense que c'est pas la peine qu'on crispe tout de suite le débat sur la question monétaire qui est secondaire, parce que je vais vous dire, comme nous l'avons déjà fait dans maints débats, qu'il y a des pays à monnaie forte et en plein emploi, que le problème n'est pas celui-là, que le problème est la manière dont nous sommes hors d'état d'amener sur le marché du travail en réalité un certain nombre de jeunes, parce que nous n'avons pas d'apprentissage, parce que le coût du travail, pour ceux qui entrent sur le marché du travail, est élevé, etc. Donc je préfère laisser ce problème, en tout cas pour l'instant, de côté. En effet, l'école, ce n'est pas un problème national républicain ou autre, c'est qu'on sait bien, quand nous étions, Alain Finkielkraut et moi, qui sommes de la même génération, en classe de préparation aux grandes écoles littéraires ou scientifiques, c'était l'époque où messieurs Bourdieu et Passeron avaient écrit Les Héritiers. Les Héritiers, c'est un bouquin qui sort avant les événements de mai 68 et qui met l'accent déjà sur le fait que la colonne de distillation du système scolaire n'est pas tout à fait adéquate au regard de la composition de la population. D'année en année, depuis cette époque, les chiffres qui, en 68, paraissaient anormalement faibles, les chiffres n'ont cessé de se dégrader. Aujourd'hui, vous avez à l'X 3 fois moins de gosses d'ouvriers que vous n'en aviez à l'époque. Donc, le système a dérapé. Il a dérapé par rapport aux hiérarchies sociales. Et évidemment, comme les populations à intégrer sont aussi les mêmes, pour une part, que celles en situation économique difficile, les deux phénomènes sont entrés en résonance, plus la montée du communautarisme liée au retour du religieux dans beaucoup de nos sociétés. Alors, vous dites, Alain Marc, que le phénomène a dérapé. Vous faites référence au livre de Pierre Bourdieu, mais ni vous ni moi, qui sommes l'un et l'autre des bénéficiaires de l'école républicaine, n'étions, au sens de Bourdieu, des héritiers. Je viens d'une famille judéo-polonaise et mon père avait arrêté ses études très tôt, ma mère a été obligée d'arrêter ses études après le bac à cause de la guerre.
le français n'était pas leur langue maternelle. Ils faisaient preuve de ce que Bourdieu appelle d'ailleurs dans le même livre, écrit avec Jean-Claude Passeron, une certaine bonne volonté culturelle. Et c'est de cette bonne volonté, je suis l'héritier, si vous voulez. Je ne suis pas l'héritier d'un capital culturel, mais d'une bonne volonté culturelle qui m'a permis de faire des études jusqu'au bout. Or, que se passe-t-il aujourd'hui, là, pour aller dans le sens de Natacha Polony? Eh bien, Bourdieu nous ayant appris que les enfants de la bourgeoisie avaient accès par droit de naissance à la culture que l'école a pour mission de transmettre au plus grand nombre, l'institution a choisi de régler le problème par le bistouri. Elle a procédé à l'ablation de cette culture. Et là, oui, on assiste à la disparition progressive des humanités, par exemple, le coup de grâce ayant été donné par la dernière réforme. Et je voudrais ici quand même citer un article récent de Télérama qui applaudit à cette réforme, où les humanités disparaissent peu à peu au profit des enseignements pratiques interdisciplinaires. Et en voici un, par exemple, le projet hip-hop et art de la rue, lancé en 3e et qui mêle l'histoire, le sport et les arts plastiques. Un autre projet concerne la mixité, et ce sont des enseignants d'histoire et leurs collègues de mathématiques qui font faire aux élèves un sondage consacré au rapport entre filles et garçons. Donc les humanités, la culture fondatrice de la France, tout ça est remplacé par un catéchisme citoyen auquel seuls, précisément pour le coup, les héritiers peuvent échapper. Donc ça aggrave le fossé entre Français, et au lieu de préparer au vivre ensemble, ça le rend quasiment impossible. Je pense que si nous voulons réellement affronter cette question de l'identité nationale, de ce qui fait que nous pouvons constituer une nation tous ensemble, d'où que nous venions, d'où que viennent nos parents, puisque l'enjeu est là, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos origines, je pense qu'il faut affronter ce qui relève de nous, ce qui relève de nos choix politiques, et essayer d'analyser ce qui relève des évolutions du monde. Oui, la France est confrontée à une sorte de lame de fond qui s'appelle la globalisation, qui est l'imposition non pas d'une mondialisation économique, pas seulement, mais d'une uniformisation des modes de vie, des normes, des lois, qui sont en train de détruire ce qui faisait les spécificités de chaque pays, ce qui faisait la diversité humaine. Or, la France, peut-être plus que d'autres pays, est un pays spécifique, en ce sens que c'est un pays d'abord géographique. C'est un pays qui s'appuie sur un positionnement sur le 45e parallèle qui lui donne son identité. Pourquoi ? Parce que nulle part ailleurs dans le monde n'existe une telle diversité, justement. C'est un pays qui vit de sa diversité, paradoxalement, parce que c'est ce que la République abstraite jacobine a essayé de limiter. Mais c'est un pays profondément divers, esthétiquement. Or, l'esthétique, la beauté dans l'identité d'un pays, et en particulier de la France, a une dimension absolument essentielle. Tout cela est en train petit à petit d'être éradiqué. Le fait que nous vivions la mort de la paysannerie n'est pas sans lien avec tout cela. La France est un pays agricole, c'est un pays qui s'est appuyé pendant des siècles sur une paysannerie qui dessinait son visage. Donc ça, c'est une des dimensions absolument essentielles. Mais face à cette globalisation, eh bien, nous avons rendu les armes. Nous avons décidé, certains parmi nos élites ont décidé que c'était non seulement une lame de fond, mais que c'était on va dire, une vérité scientifique qu'il fallait accepter. On ne pouvait pas faire autrement. Et c'est dans la façon dont on voit comment ont été gérés les problèmes de l'école, les problèmes de l'intégration, que l'on voit les conséquences de tout cela. Parce qu'au nom de cette fatalité qu'il fallait accepter, eh bien, on a cessé d'offrir à tous les jeunes Français la possibilité tout simplement de se sentir français. Non seulement en comprenant, en connaissant ce qu'est la France, esthétiquement, charnellement, mais en comprenant ce qu'elle est intellectuellement. La disparition des humanités classiques, par exemple, c'est une monstruosité. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de priver d'héritage ceux qui y ont le moins accès. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que des jeunes gens ne se sentent plus français. Il faut assumer les conséquences de cela pour pouvoir justement corriger le tir et pour pouvoir comprendre, redonner ses droits à la politique, c'est-à-dire à la possibilité d'agir sur le réel. Alain Minc.
Plusieurs remarques sur ce que vous avez dit l'un et l'autre. Sur le système dont nous avons, vous et moi, bénéficié. Alors, moi, j'ai eu la chance, parce que c'était peut-être l'école du communisme de mes parents, d'avoir le capital culturel. Mais il y avait la bonne volonté culturelle. Quelle est la seule instruction de vie qui m'a accompagné? Il faut lire 2 heures par jour. Quand on lit 2 heures par jour et qu'on est moyennement, décemment câblé intellectuellement, dans le système de l'époque, on réussissait. C'était une évidence. Donc, ce système-là s'est défait, et beaucoup de ceux dont on souhaiterait qu'ils accèdent aujourd'hui aux filières élitistes à la française n'ont pas cette bonne volonté culturelle et n'ont pas cette instruction de lire 2 heures par jour, c'est une évidence. Pour ce qui est de l'école hip-hop, je crois qu'on est tous les trois d'accord, tout ça est aberrant, absurde, est une longue déclinaison dans le temps. Ça n'a rien à voir, et c'est là ma divergence avec ce que dit Natacha Polony, avec le phénomène de mondialisation. Nous ne sommes pas responsables, c'est pas la mondialisation qui entraîne une uniformisation, qui entraîne la globalisation, qui entraîne une uniformisation, qui entraîne ces programmes scolaires grotesques. Preuve en est que certains pays qui sont liés à la même pression que nous et qui la subissent, ont décidé de remonter la pente en matière éducative, et il n'y a qu'à prendre les classements internationaux, l'ont remonté. Ça, c'est un problème purement intérieur. Et le premier pays qui a remonté la pente très sérieusement, c'est l'Allemagne, qui a amélioré fortement, par une volonté spécifique, son programme scolaire. Dernière remarque d'une autre nature, je n'aime pas l'espèce de fierté qui consiste à dire nous sommes le plus beau pays du monde parce que le plus divers. Non, mais je veux dire, l'Italie est aussi diverse que nous. Mais c'est pour ça que je n'ai pas dit le plus beau. Elle est confrontée, et elle n'a pas les mêmes problèmes identitaires que nous. C'est-à-dire que je crois que la diversité est un atout. Cette diversité aurait pu demeurer prégnante, c'est très bien, c'est très agréable, mais ça n'a rien à voir avec le dérapage que nous avons laissé se faire ici. Et ce dérapage est éducatif, et ce dérapage est lié à l'entrée sur le marché du travail. Je pense, et c'est là-dessus que nous avons de vraies divergences économiques, que nous n'avons jamais suivi la voie qui met au travail les jeunes, et c'est bien pour ça qu'il y a 200 000 jeunes par an qui n'entrent pas sur le marché du travail. Et le travail est l'essentiel. Pourquoi aujourd'hui les réfugiés syriens n'arrivent même pas en France à hauteur de 24 000, qui est notre supposé quota? C'est tout simplement que, contrairement à ce que disent certains partis politiques, c'est pas l'État-providence miraculeux français qui les attire, c'est qu'ils ne viennent pas en France parce qu'il n'y a pas de boulot, aussi simplement que cela. Alors, je tiens à préciser que je n'ai jamais dit que nous avions le plus beau pays du monde. J'ai dit que notre pays avait une identité qui était éminemment charnelle, parce qu'elle est liée à la diversité de ses paysages, et qu'il y a, et ça c'est un fait, une diversité extrêmement grande dans ce pays, bien plus que dans d'autres pays, c'est tout. Ça, c'est une observation géographique. La question ensuite est de savoir comment ça peut se décliner en termes d'identité, de conception collective de ce qu'est cette entité. Et là, j'observe, c'est assez curieux. D'abord, vous continuez à dire ce système-là s'est défait comme si ça tombait du ciel. Non, aucun système ne se défait tout seul. On choisit de le défaire. Et quand je dis que face à la globalisation, il y avait possibilité de penser les problèmes et d'agir politiquement, je veux maintenir par là le fait que, encore une fois, nous avons le choix. Nous avons le choix dans notre façon d'organiser l'école. Nous avons le choix dans notre façon de concevoir. Non, mais attendez. D'abord, pardonnez-moi, mais il y a dans les conceptions éducatives qui sont les nôtres une dimension justement qui relève de la globalisation, à savoir l'imposition de l'enseignement par compétences, qui est totalement la conséquence de cette globalisation dans la conception qu'on peut avoir de l'éducation. Ce terme même de compétence est un terme qui est imposé petit à petit par l'OCDE et par l'Union européenne et qui relève du management. On pourrait en faire l'histoire, on pourrait décrypter exactement comment ça s'est imposé, mais peu importe. En effet, je n'ai pas dit que c'était la globalisation qui nous dictait le collège unique. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est le collège unique qui fait le début du déclin. J'ai dit que face à la globalisation, qui est un problème, pourquoi ? Parce que, je tiens à appuyer ça, la façon dont on conçoit l'organisation économique
d'une société a quand même une influence sur la façon dont ensuite les gens vont se sentir appartenir à cette société, la façon dont on va construire leur identité de citoyen. Ce système économique globalisé détruit la République, qui est une façon de concevoir les rapports humains. Voilà. Oui, mais Natacha Polony, il y a ce qui relève de l'économie, et là-dessus je pense que vous avez une divergence avec Alain Minc, mais il y a aussi, à échelle française et à échelle européenne, ce qui relève de l'idéologie. Bien sûr, les deux. Alain Minc et moi, nous avons bénéficié d'un système qui était celui de l'assimilation. Non pas au sens de colonisation ou de normalisation des esprits, comme on veut bien le dire, mais au sens de possibilité donnée à chacun, français de fraisse date ou français de souche, d'assimiler une partie, au moins, de la culture française et plus largement de la culture tout court. Or, ce modèle est récusé aujourd'hui à échelle européenne, où précisément il s'agit d'engager un processus à double sens d'acceptation mutuelle de la part de tous les immigrants et résidents des États membres. Donc on s'oriente plutôt vers une sorte de multiculturalisme, on abandonne. Et à échelle française, où j'ai souvent cité ce rapport de Thierry Tuot, je crois que vous le citez également, Thierry Tuot, un rapport sur l'intégration remis à Jean-Marc Ayrault quand il était Premier ministre, où Thierry Tuot s'en prend très violemment à la célébration angoissée du passé révolu d'une France chevrotante et confite dans des traditions imaginaires, et il dit ceci, l'intégration. Donc il critique non seulement l'assimilation, mais même l'intégration, concept pourtant plus large, si vous voulez, moins normatif. L'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi. Donc la nation était une entité englobante dont on veut se défaire de manière au nom du respect dû à chacun. Est-ce que je peux réagir sur ce que vous dites l'un et l'autre, puisque sur ce point vous êtes plutôt en concordance. Je vous ai interrompu en disant que ce n'est pas la globalisation qui a fait le collège unique. Qu'est-ce qui a fait le collège unique? C'est l'idéologie à la française de l'égalitarisme. L'égalitarisme n'a rien à voir avec l'uniformisation liée à la globalisation. Pourquoi les Allemands, bien plus ouverts à la globalisation que nous, puisqu'ils exportent 2 fois plus que nous, ne sont pas entrés dans cette logique, parce qu'ils n'ont pas un point de vue égalitariste. Et ce qui a fait les inégalités structurantes de la société française, ce sont les excès de l'égalitarisme. Et je pense qu'on n'a pas compris que le sujet est de passer de l'égalité à l'équité, c'est-à-dire faire plus pour ceux qui ont vraiment besoin et moins pour ceux qui ont tous les avantages du capital culturel. La deuxième chose par rapport à ce qu'a dit Alain Finkielkraut, on ne s'aligne pas sur des textes abscons venant de je ne sais trop quelle officine européenne ou sur un rapport qui révèle une tendance dans le débat public français, c'est vrai, mais qui ne me paraît pas être l'alpha et l'oméga de l'action de tous les décideurs. Je crois que ce qui, en revanche, amène à ce que l'on passe de l'assimilation telle que nous l'avons connue à une perspective moins ambitieuse et déjà ambitieuse d'intégration, c'est que chacun mesure que les choses sont de plus en plus difficiles. Et c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec la question noire. Je crois qu'on ne sortira de la situation où on est qu'en mettant fin à nos tabous, en faisant de la discrimination positive, en essayant de fabriquer une élite issue des minorités, et que ceci ne peut se faire qu'en tordant les fondamentaux historiques de notre système. Dans un système où on traite de la même manière, donc plus mal, un gosse issu de milieu modeste par rapport à un enfant de prof au Collège de France, parce que c'est pas l'argent qui donne le capital culturel, c'est la culture. Je veux dire, il vaut beaucoup mieux dans le système français être fils de prof au Collège de France que fils de tycoon. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, je crois que ça n'a rien à voir, en réalité, avec la pression ambiante extérieure. Oui, enfin... Alors, j'aurais des choses à dire, mais... Voilà, il y a beaucoup à dire là-dedans, ne serait-ce que sur la dernière remarque, parce que dans la mesure où le capital culturel est de moins en moins bien traité dans la société, bien sûr qu'il vaut mieux l'avoir pour réussir dans le système éducatif. Pour réussir directement au sens large, ça me semble beaucoup plus compliqué. Et vous mélangez en permanence les origines ethniques et les origines sociales, ce qui me semble assez problématique, et c'est
la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à une discrimination positive qui, elle, s'appuierait sur des origines ethniques et pas sur des origines sur les sociales. origines géographiques, qui est un moyen hypocrite de traiter le problème des origines. Deuxième chose, je crois qu'en fait, pourquoi j'insistais sur la question économique ? Parce que je crois qu'il y a un libéralisme économique aujourd'hui qui rejoint le libéralisme sociétal et qu'en fait nous vivons la conséquence des deux à la fois. L'atomisation des individus par l'imposition d'un libéralisme qui n'a plus de frein, qui n'a plus en face de lui la mesure que pouvaient constituer des anciennes conceptions, des anciennes valeurs, rejoint un libéralisme sociétal qui a tendance lui aussi à atomiser les individus pour leur expliquer que leur épanouissement personnel prévaut sur le bien commun. C'est tout cela qui est destructeur. Qui est destructeur de quoi ? Qui est destructeur de la nation. Le libéralisme économique a eu intérêt à détruire les nations parce que c'était un frein à la libre circulation des hommes, des capitaux, à la libre circulation surtout des capitaux des multinationales, mais le libéralisme sociétal a aussi eu intérêt à détruire les nations qui sont pourtant, et c'est un fait, actuellement le seul cadre de la démocratie. On peut imaginer qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, c'est la nation qui est le cadre de la démocratie. Détruire la nation, c'est détruire la démocratie et c'est détruire la République. Nous avons évidemment une divergence forte là-dessus. Je crois que l'atomisation des individus n'est pas simplement le produit du système économique. Il est pour une part le produit de quelque chose que vous n'arrêterez jamais, sauf à vouloir arrêter la mer avec les mains, qui est l'évolution technologique. Je pense que de ce point de vue, ce à quoi nous assistons depuis quelques années, et donc à un moment où déjà le déclin d'intégration s'était fait avec la révolution telle que l'ubérisation, l'airbnbisation, etc., est quelque chose de majeur. Et ne rêvons pas, vous ne freinerez jamais directement les effets de la révolution technologique. Donc la question n'est pas de chercher, même si nous divergeons sur l'origine du phénomène devant lequel nous sommes, la question n'est pas tellement celle-là. La question est le que faire aujourd'hui pour rendre à la société une harmonie minimale. Oui, mais alors justement, en effet, on peut dire qu'il y a un libéralisme économique, il y a aussi un processus démocratique, très bien décrit par Tocqueville, qui s'en inquiétait, et un processus démocratique lui-même, si vous voulez, conforté, accéléré par la révolution technologique que nous voyons à l'œuvre tous les jours avec les multiples start-up favorisant toujours davantage les désirs, les caprices, les volontés du consommateur. Mais vous dites, Alain Minc, comment établir une harmonie minimale, et vous préconisez, dans votre livre, et ici même, la discrimination positive. Et là, je voudrais qu'on s'arrête à cette question, parce que la discrimination positive, c'est évidemment une discrimination de caractère ethnique, d'autant plus que ça nous vient des États-Unis, et c'était le moyen de créer une classe moyenne noire pour justement commencer de résoudre ce problème américain. Mais alors, voilà, et beaucoup pensent comme vous. Dans le livre de Malika Sorel-Sutter, Décomposition française, eh bien, Jean-Paul Agon, directeur général du groupe L'Oréal, est cité. Aujourd'hui, lorsque nous rencontrons un candidat qui a un prénom d'origine étrangère, il a plus de chances d'être recruté que celui qui porte un prénom français de souche. Et Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, on a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, et ça, il va falloir que cela change. Tout cela est dit au moment même où on fait un procès à Nadine Morano et à travers au général de Gaulle, parce qu'elle dit elle dit après lui que la France et l'Europe étaient des pays et des continents de race blanche. Donc voilà, il faut que les autres races aient leur place. Mais là, j'en viens à la réalité actuelle, c'est-à-dire la montée exponentielle du Front National en France. Beaucoup de Français de souche, d'ailleurs, qui ne peuvent même plus porter ce nom, c'est devenu un peuple innommable, se sentent de plus en plus lésés, ils se sentent oubliés, méprisés, soupçonnés, culpabilisés, et la discrimination positive risque d'aggraver encore leur ressentiment. Des propos comme cela, si vous voulez,
peuvent avoir des conséquences extrêmement graves, Alain Minc. Je pense qu'il faut manier la discrimination positive en tenant compte de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous ne leurrons pas, et il ne me viendrait pas une seconde à l'esprit de suggérer que nous devons pratiquer le busing avec la violence que les Américains ont eue, c'est-à-dire prendre les gosses d'Aubervilliers pour les amener à Neuilly et vice-versa. Ça n'a aucun sens. En revanche, je prends une mesure de discrimination positive que j'ai essayé de mettre dans le débat public. Dire que dans les grands concours, entre guillemets, ces concours structurants des élites françaises, on dise qu'un gosse qui a passé un certain nombre d'années dans un lycée de ZEP ou de LEP a droit à des points supplémentaires, de la même manière qu'un gosse de bourgeois qui aura appris le sanskrit aura quelques points supplémentaires parce qu'il aura passé l'épreuve de sanskrit, je ne suis pas sûr que l'on fasse quelque chose qui soit incomestible par la population française, y compris à un moment politique aussi tendu que celui que symbolise la montée du Front National. Alors, je pense que, par ailleurs, le propos de Jean-Paul Agon que vous citez ne correspond en rien à l'état des embauches dans le monde économique français. Il y a eu maintes études montrant que l'on prenne que le CV anonyme aboutit finalement à des effets pervers et que les discriminations à l'embauche ne sont pas exactement celles que Agon, dans une boîte très particulière, très symbolique, par les produits qu'elle fait, pense pratiquer. Alors, quant à la montée du Front National, il y a certainement la dimension que vous indiquez, c'est sûr, mais il y a aussi quand même, qu'on le veuille ou non, ce lien presque mécanique entre montée du Front National et chômage et situation économique. Personne ne peut le nier. Je veux dire, vous avez la courbe. Quel est le moment où le Front National a régressé en France? Quand on a approché du plein emploi. Alors, je crois qu'il faut avoir en tête que c'est une somme de facteurs qui crée ce phénomène, et le fait que ce soit une somme de facteurs le rend évidemment infiniment plus inquiétant. Enfin, Natacha il me semble tout de même que le Front National est monté après le passage à Matignon de Lionel Jospin, où pourtant on avait une période de croissance, de relative baisse du chômage, et ça a abouti au 21 avril 2002. Donc la question, bien sûr que le chômage est une des dimensions, mais il me semble que les choses sont un petit peu plus profondes que cela, qu'il y a derrière tout cela une déstructuration des territoires, une déstructuration des modes de vie, et que c'est pour ça que la discrimination positive ne me semble pas une bonne réponse. Ce qui me semble la bonne réponse, c'est une égalité républicaine appuyée sur l'équité. Bien sûr, ce qu'on appelle l'égalité républicaine, c'est pas l'égalitarisme. Bien entendu que dans l'égalité républicaine, il y a l'idée de rétablir, de compenser les inégalités de base. Mais il faut avant tout réfléchir à la façon dont on va répondre aux problématiques qui ne sont pas seulement celles de jeunes issus de l'immigration dans des banlieues. Vous avez aujourd'hui des territoires entiers en France qui sont en train de s'effondrer, des gens qui se sentent laissés pour compte, des villages en désertification absolue. C'est à tout cela qu'il faut répondre. Et c'est pour ça que la réponse ne peut pas se contenter de s'adresser à des gens en fonction de leur origine. C'est avant tout une réflexion globale sur le système que nous voulons mettre en place, à la fois système politique, économique et social. Non, mais de ce point de vue, il est bien évident que les zones perdues de la société française ne se limitent pas aux quartiers, comme on dit avec ce mot bizarre, et que les territoires semi-urbains qui ont été très bien montrés du doigt sont dans un état de déshérence qui exige sur ces sujets que la discrimination positive, ou l'équité, ou on peut l'appeler comme on veut, joue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenir des bureaux de poste sur le territoire national dans ces zones désertifiées est à la limite plus important qu'en maintenir 4 ou 5 par arrondissement à Paris. Ce que l'on voit en revanche, et ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est qu'en effet les scores du Front National sont d'autant plus élevés qu'on est en dehors des zones qui sont entraînées dans le grand mouvement économique. Comme par hasard, il est plus bas à Paris, il est plus bas à Lyon, et qu'il est en résonance avec la France abandonnée, et pas seulement abandonnée sur le plan de l'emploi. Alors la France abandonnée, et la France aussi, Alain Minc, qui ne se reconnaît plus elle-même. Au lendemain du premier tour des élections régionales, des éditorialistes ont parlé de vague brune ou de drapeau brun. C'était Le Monde et Libération. Je pense que le mot est assez mal choisi. Nous n'assistons pas
au retour des vieux démons, du racisme et de la xénophobie. Et j'en veux pour preuve une déclaration faite à la télévision il y a déjà 2 ou 3 ans par Léonora Miano, qui c'était à l'émission de Tadei, Ce soir ou jamais, qui a eu le prix Femina. Et elle dit ceci: vous avez peur d'être culturellement minoritaire, mais ça va se passer, ça va se passer. Ça s'appelle une mutation. L'Europe va muter, elle a déjà muté, il ne faut pas avoir peur. Cette transformation est peut-être effrayante pour certains, mais ils ne seront plus là pour en voir l'aboutissement. Et c'est cette peur, en effet, qui nourrit le vote Front National, parce que ce parti est le seul à vraiment la prendre en compte. Or, elle existe, et je l'ai même vu s'exprimer le 8 décembre dans un article de Libération, de Luc Levaillant. Cet article s'intitule « La femme voilée dans le métro » et il dit son malaise parce qu'il était sur la ligne 4 du métro et il a vu une femme tout de noir vêtue d'une abaya et il n'a pu s'empêcher de la voir comme une compagne de route des lapideurs de femmes adultères et des coupeurs de mains voleuses. Et il écrit ceci: arborer ces emblèmes sinistres revient à balancer un bloc d'abîme fondamentaliste sur l'égalité homme-femme, sur les libertés publiques, sur l'émancipation de l'individu. Donc, ce malaise existe et, de manière générale, le Front National le prend en compte. La gauche ne le fait pas, puisque j'ai cité ce rapport de Thierry Tuot qui dit bah oui, nous sommes en train de devenir minoritaires, et c'est très bien comme ça. Une certaine gauche ne le prend pas en compte, la droite hésite, et il me semble que pour arrêter cette montée du Front National, il faut traiter de ce sentiment sans l'insulter. Déjà, quand vous dites une certaine gauche qui s'arroge le droit de décider qui est de gauche et qui ne l'est pas, et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a toute une part de la gauche française qui a décidé que quand on posait ces questions-là, on n'était plus de gauche. Et donc on voit des pans entiers de la société glisser tout à coup vers la droite, non pas qu'ils le veuillent, mais parce qu'on les y rejette. Ce qui est une aberration, mais bien sûr. Alors, deuxième chose, je pense que dans cette espèce d'appel aux vieux démons, vagues brunes et autres, il y a tout simplement une réalité. Leur monde s'écroule. Leur monde s'écroule, ce sont des gens qui se sont trompés sur tout. Ce sont des gens qui, depuis 30 ans, nous expliquent qu'il faut crier au diable quand le Front National monte et qu'il faut faire des cordons sanitaires. Et c'est le contraire de ce qui pouvait marcher. C'est-à-dire que ce n'est pas de rejeter, de traiter de racistes et de traiter de beaufs tous les Français qui, comme vous le dites, expriment soit une colère, soit une peur, soit une angoisse. Ce n'est pas ça qui marche. Donc, mais leur monde s'écroule pour une autre raison. C'est justement, et c'est pour ça que j'avais commencé au début par cela, ce sont les attentats que nous avons vus. C'est aussi une autre façon de voir ce monde s'écrouler. Ce sont des gens qui nous ont expliqué pendant des années que le multiculturalisme était formidable, que l'intégration c'était ringard, que la République c'était ringard, et qu'il fallait respecter les identités, toutes les identités, sauf cette fameuse identité nationale interdite. On en paye aujourd'hui le prix, et le prix tragique. Et on avait vu déjà au lendemain des attentats de Charlie Hebdo comment tous ces problèmes-là avaient été peu à peu étouffés. C'est exactement le sujet de mon livre. J'ai écrit ce livre parce que je me disais que nous allons au devant de drames, parce qu'une fois de plus, nous n'avons pas voulu affronter ce qui nous arrivait dans la figure. Et c'est ça qui est en train de se passer. Alors, leur monde s'écroule, oui, bien sûr, d'où une violence verbale de plus en plus grande, des excommunications de plus en plus importantes. Mais la réponse, où se trouve-t-elle face à cela? Elle se trouve dans la capacité à proposer un discours qui soit un discours rassembleur. Je crois qu'il faut redonner de l'espoir et de la fierté à l'ensemble de la population française, à des jeunes des quartiers, puisqu'on dit comme cela, qui se sentent discriminés, qui n'ont pas l'impression d'avoir été accueillis dans la nation française. Et c'est vrai, nous ne les avons pas accueillis, nous ne leur avons pas transmis l'héritage français. Nous ne les avons pas intégrés. Et des jeunes qui se sentent totalement abandonnés dans des territoires laissés pour compte, c'est tout cela qu'il faut repenser. Et c'est pour ça que ça passe aussi, non pas par la discrimination positive ou quoi que ce soit, mais par l'intégration de tous. Alain. 2 remarques. Sur les références à la vague brune, en effet, je les trouve totalement absurdes.
Nous ne sommes pas en face d'une résurgence du nazisme, nous sommes en face d'une poussée violente de populisme, comme il en existe en maints États qui prennent des formes différentes à l'ouest et à l'est. Donc j'ai été un peu étonné de ce réflexe, parce que si en effet on doit traiter le problème du Front National avec ce genre de réflexe, alors il va monter. En revanche, dans ce qu'a dit Natacha Polony, il y a quelque chose qui me choque profondément, c'est que vous avez sauté une étape du raisonnement, c'est-à-dire vous avez dit le multiculturalisme est une explication à sa manière de ce que nous avons vécu, c'est-à-dire le dérapage terroriste. Je crois qu'il faut dire les choses, si vous permettez, en intégrant une étape autre. Le multiculturalisme conduit en effet à la radicalisation. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Pas de tous, mais crée un risque de radicalisation. En revanche, le passage à l'acte de la radicalisation, à ce terrorisme d'une violence hallucinante, parce que quand on pense à ce qui s'est fait dans la fosse du Bataclan, on ne peut que penser aux Einsatzgruppen en Ukraine. Sauf que les soldats des Einsatzgruppen étaient commandés. Ceux-là n'étaient même pas commandés. Donc c'est presque pire. Pas par l'ampleur, mais presque pire par le geste mortel. Donc vous ne pouvez pas dire multiculturalisme conduit à paranoïa meurtrière. Multiculturalisme fabrique en effet un contexte. Non, mais là, vous êtes allé un peu vite. Oui, mais vous l'avez un peu fait. Vous l'avez un peu fait. Peut-être suis-je allé un peu vite. Oui, vous êtes allé un peu vite. Mais vous pourriez. Tout de même, vous connaissez parfaitement mon raisonnement et donc vous pourriez ne pas vous-même construire ce raccourci. Non, mais je préférais vous entendre. Non, mais je préfère vous entendre. Je préférais que les choses soient explicites. En revanche, c'est évident qu'il y a en germe dans le multiculturalisme, en réalité, le risque de radicalisation. Mais par rapport au danger du multiculturalisme, aux actions à mener, aux décennies qu'elles vont demander, je crois que là-dessus, nous sommes à peu près tous les trois d'accord. Et je pense, il y a d'ailleurs une chose qui est très frappante sur les sociétés. Quand on est dans le métro à Paris ou dans la rue et qu'on voit en effet une femme avec une burqa, malgré les interdictions, on réagit comme Luc Levaillant. C'est une agression. Quand on est à Londres et qu'on voit une femme avec une burqa, dans une atmosphère différente, on n'a pas le sentiment d'une agression. Alors en effet, de ce point de vue, notre modèle, tel que nous sommes, n'est pas du tout le même que le modèle anglais. Et donc, de ce point de vue, il y a, à mon avis, des barrières à maintenir et des barrières extrêmement strictes. Oui, des barrières à maintenir, et j'en reviens à ma première question, c'est-à-dire le fait pour nous que la question de l'identité nationale se pose. Elle se pose parce que cette identité aujourd'hui est contestée, attaquée et quelquefois agressée avec la plus extrême violence. Vous parliez tous les deux des attentats du 13 novembre. Eh bien, ce qui est d'abord frappant, et ça a été beaucoup dit, c'est que la plupart des victimes étaient des habitants de Boboland. Et donc membres de la première génération qui, ultra connectés, croyaient vivre à l'échelle du globe. La nation était pour la majorité d'entre eux une vieillerie. Ils naviguaient sur Internet, ils mangeaient à la table universelle, ils avaient des clients, des partenaires, des amis partout. Ils faisaient fi des frontières. Ils appartenaient à la première société civile mondiale. C'est aussi ça, la mondialisation. L'élargissement du champ des possibles pour les individus. Peut-être illusoire, mais c'est vécu dans l'euphorie. Or, précisément, les survivants se réveillent de cette euphorie. Les planétaires redescendent sur Terre et ils comprennent qu'une civilisation a été visée, ils le comprennent quand ils disent « je suis en terrasse », et la civilisation urbaine des cafés, de la mixité des sexes et des conditions, et c'est cette civilisation particulière qu'ils se surprennent à aimer du fait de la découverte de sa vulnérabilité. Et j'ai été frappé par la réappropriation de l'hymne national et du drapeau français. L'hymne national joué 2 fois à la cérémonie des Invalides, d'abord seulement joué et ensuite chanté, et tout le monde était ému, et tout d'un coup d'ailleurs la Marseillaise prenait une force littérale, ces paroles un peu sanguinaires qu'on avait honte de prononcer. Il y a dans ce que vous venez de dire, Alain Finkielkraut, une chose qui me paraît pas tout à fait juste. Quand vous dites c'est Boboland qui a été attaqué, oui,
En effet, au Bataclan, c'est Bobo-Land qui a été attaqué. Mais si les 2 terroristes maladroits du Stade de France avaient réussi, vous avez raison. ça ne serait pas Bobo-Land. Non. Ça serait Non. une mixité sociale d'une toute autre nature. Je suis tout à fait d'accord Donc avec c'est vous, la vous avez société raison. dans sa plénitude Absolument. qui a été Exactement. attaquée. Mais ce que je remarque, c'est que ceux de Bobo-Land sont redescendus sur Terre et se sont réappropriés Oui. l'hymne national et les Il trois en aurait couleurs été de même et ont redécouvert la il patrie. aurait Oui. en été de même des spectateurs du Stade de France s'ils avaient été Absolument. confrontés avec la Absolument. même violence. Et au drame. j'ajouterais pour ma part que cette Natacha histoire de Polony. Bobo-Land me gêne un peu pour une raison simple, c'est qu'elle a servi on va dire, d'argument, notamment dans Libération. Je Absolument. pense à Génération l'éditorial de Bataclan. Libération le lendemain, expliquant que c'était évidemment la jeunesse cosmopolite, Oui. etc., qui avait été visée. Non, ils sont allés dans un endroit où il y avait du monde, Absolument. tout simplement. Absolument. Mais c'est Bien la sûr. France Non, qui était je suis- visée. non, C'était alors, la France en tant que civilisation. Et- Je me suis mal exprimé. Oui. Mais c'est précisément ceux Mais je qui comprends semblaient ce que les vous voulez plus éloignés de cette idée d'une Oui, oui. particularité française qui l'ont redécouverte aujourd'hui. Donc il y a un renouveau du patriotisme. Et là, je voudrais citer Simone Veil, la philosophe, dans l'Enracinement. On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue au loin dans le temps et l'espace, ou bien on peut l'aimer comme une chose qui étant terrestre peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. Et c'est exactement ça, et ça qui nous arrive à tous, même à ceux qui étaient les plus éloignés d'un sentiment comme celui-là. Mais Voilà tout ce que je voulais dire. il me Mais vous semble avez que- raison, c'est la civilisation française en tant que Mais telle qui a été si on peut visée. juste ajouter une chose, Alain Minc. les Français, je crois, ont été fiers du regard du monde. Et qu'une partie, une partie de la maturité avec laquelle ils ont réagi à ce drame tient au fait que l'émotion mondiale nous a créé des devoirs de tenue. Quand il y a eu l'attentat d'Atocha, plus grave par le nombre de morts que ce qui s'est passé à Paris, ce n'était pas un événement mondial. Je veux dire, Wembley en bleu, le Daily Mirror qui bouffe des froggies français tous les jours, qui met à sa une le texte de la Marseillaise, Wembley c'est en quelque... bleu, c'est extraordinaire. Et la une du Daily Mirror, ça nous a créé des devoirs, et je crois que les Français se sont bien tenus Et- parce qu'ils étaient travaillés par le regard de l'autre. comme Alain disent Minc, le c'est cas. pour ça que je citais tout à l'heure le Natacha mot de Polony. fierté. Il y a aussi un besoin de fierté et qui a été écrasé pendant des décennies parce qu'on expliquait tout simplement aux Français qu'ils n'avaient pas à être fiers d'être Français. Alors c'est vrai que ce terme même est parfois un peu aberrant. On ne choisit pas d'être Français ou d'être Chinois ou Cambodgien, c'est vrai. Mais ça n'est pas de cela qu'il faut être fier. C'est d'abord, plutôt qu'une fierté, c'est une sorte de compréhension de ce qu'est la France qu'il faudrait prôner. Et je pense que ça passe par cette dimension. Vous disiez tout à l'heure que j'avais sauté une étape dans la question de... Oui, j'admets, je suis allé vite parce que je ne voulais pas monopoliser la parole. Mais allons-y, expliquons. Il me semble qu'il y a d'abord 2 dimensions dans la question du multiculturalisme, et c'est fondamental. Première chose, cela provoque une angoisse. C'est-à-dire que si vous expliquez à des gens, à une communauté nationale, qu'elle ne doit plus exister, qu'il faut accepter des gens qui n'ont aucune valeur en commun, c'est tenable tant qu'ils ont l'impression qu'ils vont rester majoritaires. À partir du moment où vous leur expliquez qu'ils risquent d'être minoritaires, cela crée une angoisse et donc un rejet de ces communautés qui arrivent, de ces autres qui arrivent. Donc c'est aussi une des raisons de la montée du Front National et du fait que la France n'a pas voulu accueillir les migrants, les réfugiés syriens. Deuxième chose dans ce multiculturalisme, en fait, il y a petit à petit dans cette, dans cette conception libérale de la société, et vraiment j'insiste sur cette dimension-là, cet éclatement des individus, il y a quelque chose qui petit à petit les déracine et crée une jeunesse hors sol. Cette jeunesse hors sol est en souffrance dans différentes dimensions, mais le basculement de jeunes qui ont grandi dans des pavillons dans le bocage normand et qui se retrouvent en Syrie en train d'égorger, il est lié aussi à ça, à la vacuité de notre société qui a perdu toute spiritualité. Nous n'avons rien à offrir comme modèle. Or, les idéologies ne sont pas mortes et nous le redécouvrons parce que nous en prenons une en pleine figure. Je voudrais revenir sur un point parce que vous avez parlé des vagues d'arrivants. Je pense qu'il faut bien mesurer les choses et on ne le dit pas assez au pays. Nous n'avons pas de vague d'arrivants. Et dans le contexte actuel, je pense que c'est plutôt mieux. C'est-à-dire que la population française, entrée-sortie, c'est 60 000 par an. En revanche, les clandestins, quand même. Non, même avec l'évaluation des clandestins, parce qu'il y a des gens qui sortent. Mais en revanche, nous avons un problème d'intégration de Français nés en France, donc parfaitement, en théorie,
insérés et qui ne se sentent pas à l'aise, voire Parce même qu'il n'y a français. pas eu de transmission Donc, d'héritage. non, mais je préfère qu'on Oui, centre, mais bien sûr. centre le sujet en Mais disant... quand je parle nous avons- d'intégration, je parle de oui, tous les Français mais d'où qu'ils par viennent. rapport au On débat... intègre des générations qui viennent au monde qui préexistait. comme- C'est oui, ça mais- l'intégration. Comme nous sommes tous des immigrés, nous Mais sommes tous bien des sûr. nouveaux Oui, venus mais sur la comme, Terre. Voilà. comme je pense tous les trois, nous ne souhaitons pas que le Front National continue à progresser, je pense qu'il faut mettre bas son thème des arrivées permanentes sur le sol français. Ça n'est pas vrai. Problème d'intégration, oui, c'est vrai. Oui, alors un mot pour finir, Natacha Polony, sur ce mot fier d'être français. C'est vrai, c'est un mot un peu gênant parce que on est fier de ce qu'on a réalisé, être fier de Racine, de Corneille, du grand héritage littéraire ou pictural ou musical de la France, c'est une espèce d'usurpation. En revanche, peut-être que l'héritage peut créer un sentiment d'obligation. Il y a une sorte de noblesse oblige qui s'est perdue avec la dilapidation de l'héritage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette C'est exactement nuance ça, et j'ajouterais 2 dimensions qui me tiennent à cœur. La ferveur, d'abord. Il n'y a pas de fierté à être français dans la mesure où nous ne l'avons pas choisi. En revanche, il doit y avoir une ferveur, une sorte d'amour de cette très haute idée de l'être humain qui nous a été transmise, parce que c'est quand même ça, la France aussi. C'est une certaine vision de l'homme et de sa dignité qui, à mon avis, doivent être perpétuées. Et j'ajouterais la vergogne, c'est-à-dire une forme de sens de l'honneur. Il y a des choses qui ne se font pas. Alors, un dernier mot, Alain Maric. Je suis fier d'être européen, car les valeurs dominantes sont les valeurs européennes et les plus libres du monde. Bon, ça pourrait ouvrir un nouveau débat sur la définition de l'Europe. En tout cas, merci beaucoup Alain Minc et Natacha Polony.